de quitter Londres pendant la belle saison, juin 1933 1005 la rue Neuf. Retour ici. Puis portefeuille ramassé sur la chaussée, contenant un billet de Pullman. Puis est-elle, oh j'étais sans réaction, glacée, complètement insensible. Elle a voulu me faire sa grande scène, mais n'y réussit pas. La pauvre, elle échoua dans tous ses effets, son costume rose compris. Elle n'avait rien de séduisant et s'en rendit compte. Proposa de s'en aller. Cela m'ennuya-t-il? Non. Qu'est-ce que cela pouvait me faire? Je ne sentais rien, j'étais hébétée, sans force. Je la raccompagnai donc en bas, peut-être Sophie-t-elle, ou peut-y être que non. Elle partit et j'ai sombré enfin, dans le silence. Enfin, car n'avions-nous pas eu de visite de Barbara Hutchinson, au sujet de son alliant, et moi des livres à signer, un thé chez Lady Cécile et mes oreilles à ouvrir toutes grandes pour écouter Lord Bob, et puis le dîner avec 13 unis, taciturne, monolithique, et Elizabeth Bow en conventionnel, etc. Le tout, donc, dans un bourdonnement ininterrompu. Et maintenant arrive Boris avec la lettre d'invitation de Ménard à un thé chez Ott. Sur quoi tombe le refus d'Ott? Non, non, je ne peux plus, voilà qui est réglé. Et maintenant, en route pour Rodmel par cette très chaude journée. Mardi 20 juin, c'est chose vraiment affreuse qu'une cérémonie officielle. Je les déteste de plus en plus. Ceci parce que j'ai gâché la matinée d'aujourd'hui au jubilé de la WCG. Margaret et Liliane en gris bleu et brun clair, bien typique, offrir une panière. Les cheveux blancs de Margaret, retenus par un nœud noir, donc moins abondant. Elles ont les épaules un peu voûtées. Autrement, je n'ai pas remarqué de grands changements. La grande salle était pleine. Toutes les femmes en bleu et rose. De beaux types de matrones du genre de Sophie, massive, résolue. De temps à autre un grand rire, et des accents très bizarres. Mrs. Jones de Brighton prononçait de 20 façons différentes. Mais tout était cérémonieux. Margaret Bonfield, Suzanne Lawrence, etc. Les huiles, et elles disent des choses qui sonnent faux. Elles disent que nous sommes au seuil d'un nouveau monde. Elles parlent du triomphe du système thème coopératif. Voilà pourquoi je déteste les cérémonies officielles. Pas un mot de vrai, rien que du vent, du gaz, des émotions primaires. Il y a des années, je tirais un certain plaisir du simple frémissement de la foule. Mais aujourd'hui je n'ai pas été annihilée, je ne m'y suis pas diluée. Je me disais, les pargités sont plus réels, plus vrais, plus substantiels, plus vivants que tout cela, et j'avais hâte de me retrouver au travail. Cela fait drôle de passer une matinée l'esprit vide, simplement à regarder. Combien n'en ai-je pas passé totalement absorbé. Puis en compagnie d'autres participants nous avons échangé des sourires et des poignées de main avec Margaret et Liliane sans trop d'émotion, et pris le chemin de la sortie. Il faut maintenant que je lise Wawericht, roman de Liz Dent peut-être à retenir. De Pargité coule de nouveau à flot. Dans un moment de faiblesse et prise au charme de Boris, j'ai dit oui, mais mon vrai moi dit non, non, non. Je ne pense pas que l'on puisse témoigner en masse d'une amitié personnelle. Ottoline Morel à VW, 15 juin 1933. MHP, Sussex. Pour la réponse de VW, voir VW, de l'été, V, T 2750. Le congrès du jubilé de la Women's Cooperative Quill, WCG, coopérative de la Guilde des femmes, se tint dans le hall central à Westminster. Liliane Harry, 1866-1949, de même que Margaret Llewellyn, son amie et compagne, était un vétéran de la WCG, dont tous deux, à la retraite depuis 1921, elles avaient été respectivement secrétaire adjointe et secrétaire générale. L'honorable Margaret Bonfield, 1873-1953, ministre du Travail dans l'organisation du Parti travailliste, 1929-1931, représentait au Congrès le mouvement syndicaliste, et Suzanne Lawrence, voire plus haut, mars 1933, apportait les compliments du Parti travailliste. De Weinricht, Nota Saga, d'Edgar Meredith, Alors, fut publié par Grayson et Grayson en 1935, 6 juin 1933, lundi 26 juin, le moment présent, 7 heures le 26 juin, elle occupait à imprimer. Chaleur orageuse. Moi qui me dis, après avoir lu Henri IV, première partie, à quoi sert un d'écrire, qui lit, mal, un poème de Léopardi. Le moment présent dans mon atelier.
Bruit de sauts dans les anciennes écuries, un chien aboie. Voix de femme, je ne savais pas si vous étiez ici, laisse la porte ouverte. Corne dans le lointain, une abeille bourdonne. Première de Bobo. Et le roi pose la première pierre de l'université de Londres. Docteur en robe écarlate ou pourpre dans les rues, pauvres petits étudiants en touche. Ensuite, dîner, je lirai les mémoires d'Archibald Marshall 14, musique, orage, je crois. Je vais donc ouvrir mes fenêtres et monter, le moment est passé. Jeudi 6 juillet hier, dîner chez Roger. Invité, S. Sitwell, Brennal, Olivet. Tous assis ça et là dans la chambre d'Élan, se servant à un buffet froid. J'étais assise à côté de Georgia et de Roger, nous parlions spécialité pharmaceutique. Et puis j'ai découvert que c'était un aphrodisiaque. Dis-je, elle achète toutes les spécialités en guise de sédatif. Elle bondit, pleine d'énergie, appelle les chiens sur la pelouse, yeux bruns chocolat, débordante de vitalité, comme on dit, pas intellectuelle. A fait une salade au fromage. Mrs. Brennan, elle l'a dit sympathique, douce et amusante. Les quenelles d'eux, dans mon désir de les épargner, peut-être trop amical. Francis Birel, rien que bavardage. Sommes restés tard. Pas beaucoup de satisfaction, cependant assez amusant pour ce genre de soirée, les pics d'élan. Roger lisait de la poésie française à Mrs. Q et Gloria. Georgia, Gloria, dit Élan, sur le seuil, est tombée amoureuse de Dutuy 3. Je l'ai vu qui soupirait au petit déjeuner. Ma bonne va avoir un enfant. Bêtise, Gloria. Eh bien, à vrai dire, je suis follement amoureuse. Lui aussi, elle cligne gaiement des yeux, maladroite, myope, plaisante, prime sautière, ne sait rien. Voilà, je crois, ce qu'il y a derrière l'aphrodisiaque et l'énergie. Suis allée aussi au chevet de George, du Quorth, une masse imposante en pyjama rose. Margaret, pleine de tendresse et de sollicitude, me suis fait offrir de l'eau de Cologne. L'exposition de Roger aussi, et puis maintenant je vais à l'Assemblée Générale de la London Librairie. 2 jours de misère passés à écrire Goldschmidt, répit exigé par de par JT. Béatrice, Bobo, Mayor, né Ménard's-Agent, 1885, 1971, une amie de longue date sinon très intime, sa pièce de théâtre, Little Hardcack, Petit tremblement de terre, fut jouée pour la première fois en soirée lue, Q-Theater, Kew-Bridge, le 26 juin. Le même jour, le roi George V, accompagné de la reine Mary, première pierre d'un vaste bâtiment, au nord du British Museum, qui devait devenir le quartier général l'Université de Londres. Archibald Marshall, 1866-1934, publia son ouvrage On d'Abo Random Reminiscence en 1923. Sa cheverelle Sitwell, 1897-1988, écrivain et aristocrate, avait épousé en 1925 Georgia Double, DCDE, 1980. Gérald Brennan, 1894-1987, lui aussi écrivain, vivait en temps normal dans le sud de l'Espagne et laissait ses 10 points, avait fait un séjour chez lui en 1923, de même que Roger Free et Elan auraient ce printemps-ci. Il était 119, ir à la poétesse américaine Gamaliel C. 1895-1968. Peter Kennel, 1905-1993, auteur de biographies et journaliste littéraire, dont la fille Presse avait péobilé lettre à Virginia Woolf en octobre 1932. Sa femme et lui étaient sur le point de se séparer. Georges Dutuy, 1891-1973, critique d'art français et gendre de Matisse. 11h. L'exposition des tableaux de Roger Free avait lieu chez Agnès, 43 Bond Street. L'assemblée G annuelle de la London Librairie se tint le 6 juillet Péludia 19, 3, 3007 redit 7 juillet. Un lait vague migraine après l'humidité. Goldschmidt est toujours d'innombrables gens. J'ai passé toute la matinée à lire de vieux cahiers de CSC Journal. Et maintenant, 1h moins 10, je me sens très ragaillardi. Cela me justifie en quelque sorte d'avoir noirci tous ces cahiers. Et nous recevons ces soirs les Ouest, les 8 chansons, Plom et 5. Il faut donc que je me repose la tête. Ce journal m'amuse, dit Gitilie Bella, sœur de LW, à son arrivée, s'est cogné la tête à la fenêtre de la voiture. Elle s'est fait une coupure au nez et s'est sentie tout étourdie. Alors j'ai eu un de nids accès, un des plus violents, des plus aigus, et je suis allée marcher dans Regent's Park,
en proie à une souffrance abominable. Alors j'ai dû faire appel à mes cohortes, comme autrefois, pour qu'elles m'aident à m'en tirer, ce qu'elles ont fait, plus ou moins. Je note cela pour témoigner de mes variations d'humeur, dont beaucoup sont passées sous silence, bien qu'elles soient moins violentes, me semble-t-il, qu'elles l'étaient jadis. Mais cela m'est resté encore tellement familier, cette marche rageuse sur la route, le cœur serré de tristesse et de souffrance, et ce désir de mort comme autrefois. Le tout, simplement, pour 2 mots malencontreux. Il se pourrait que Tom ait définitivement quitté Vivienne. Jacques Hutch est venu à ce dîner glacial et pénible, où nous recevions l'impassible Andrews à la pointilleuse sculpture. Rebecca n'était, ce soir-là, qu'une femme du monde trop maquillée. Et Hutch nous a raconté que V avait appris par un télégramme que Tom s'était embarqué le 26, et il n'est pas encore arrivé. Elle s'est aussitôt mise dans tous ses états, est au lit, soignée par une infirmière. Puis Jacques a téléphoné à Faber, une idée de elle, où l'on a fait des mystères et dit qu'il était impossible de discuter de cette affaire au téléphone, mais que, si V voulait se donner la peine de rassembler ses esprits, elle comprendrait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous en avons conclu que Tom est de retour, qu'il a confié à Faber qu'il se séparait d'elle, mais que cela doit demeurer secret jusqu'à ce qu'il permette qu'on en parle, ce qui peut fort bien être aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il est clair que V cache quelque chose. Jacques a lu une des dernières lettres de Tom. Il en parle comme d'un document très froid et brutal indiquant qu'il n'a pas gagné d'argent. J'imagine qu'après 6 mois de réflexion et d'absence, il a décidé que c'était le moment de rompre. Il en a informé V et a pourvu à ses besoins. Mais elle enferme les lettres dans le placard en un paquet scellé. Elle est chargée de défendre ses droits. Aussi je monte déjeuner et apprendre ce qu'il en est. Jeudi 20 juillet, nous avions apprécié correctement la situation d'Elliot 6. Il a quitté Vivienne irrévocablement. Depuis, elle siège dans un appartement décoré de portraits de Tom, Rebecca West et Amy Andrews. Son mari dînèrent chez les Wolf le 7 juillet. Est John, Jacques, Hutchison et William Plummer se joignirent à eux après le dîner. Thomas Elliot regagna l'Angleterre dans les derniers jours de juin, après 6 mois d'absence durant lesquels il avait donné des conférences en Amérique. À son arrivée, il descendit aussitôt chez Frank Morley, un des co-directeurs de Faber et Faber, puis il alla dans le Surrey, où il séjourna dans sa famille pendant plusieurs mois. Ses avocats avaient déjà envoyé à sa femme un acte notarié signifiant la séparation et accompagné d'une lettre d'explication de la main d'Elliot 8 juillet 1933 d'hôtel, de fleurs. Parfois elle arrive à persuader quelqu'un connu, comme Elizabeth Bowen, à croire à sa version des faits, alors que les autres ont le tort de se servir de leur bon sens. Nous dînons ce soir chez les Hutchison et je ne serais pas étonné qu'on lance une souscription pour Vivienne. Il paraît qu'il y a un couve, à Côte de Chéméry, où elle pourrait passer ses journées à prier pour Tom. Je me laisse de nouveau porter par le courant des pargités après une semaine de quelques maigres pages. La difficulté est de comprimer la moelle, je veux dire de conserver le rythme tout en transmettant le sens. Je trouve que cela prend de plus en plus, en tout cas les scènes Elvira Maggie, une tournure dramatique. Je crois que la période suivante devra être objective, réaliste, dans la manière de Jane Austen, et développer sans arrêt le récit. Vita est venue dîner, le 18 juillet. Nigel a une crise d'appendicite. Ce soir-là, Vita s'était mis, mais malhabilement, un peu de rouge à lèvres. Je me demande bien pourquoi. Vendredi 21 juillet, dîner chez les Hutchison hier soir, au jardin, malgré la menace d'une averse. Temps très couvert, lourd, pas un souffle d'air. Le chat est venu jouer dans nos parages. Mary en blanc, l'air d'une momie, coiffée d'un turban jaune à pans, visage d'un blanc de craie, comme celui d'un pierrot. Je lui ai dit que j'aimerais la mettre dans de Pargité. Elle pourrait apparaître dans la dernière scène, s'en allant à une réception, comme un petit cheval. Il y avait entre nous beaucoup un peu pour la plus de naturel et d'aisance que d'ordinaire. Omar et Aspic de flatter aussi volaille. Nous avons un peu parlé des Elliot, puis de Barbara et de Victor, dont nous prétendions toujours, Desmond et moi, qu'il était jaloux. Et puis les lumières commencèrent à palpiter sur la façade des maisons et sur les arbres. Une visible agitation s'empara de Mary, qui demanda si nous n'aimerions pas aller au zoo. Nous y rencontrerions peut-être des connaissances, disait-elle. Elle avait envie d'y aller. Jacques n'y tenait guère et moi non plus. Nous y sommes allés quand même. Et nous y avons rencontré Simon,
Bussy, et 2 Français, dont Masson le créateur des décors de ballet, dans le bâtiment des reptiles. Mary entortilla sur elle les lourds pitons couverts d'écailles, ils ont un éclat bleu électrique. On dirait des muscles jouant sous une brillante cotte de maille. Elle en prit un qui s'enroula de lui-même autour de son front, formant comme une toque d'où surgissait la tête haut dressée, dardant sa langue de côté. Puis nous sommes allés voir les ours blancs moins que 0,1 polaire, les otaries et contempler le feuillage vert des arbres qui s'égouttaient, tandis que des oiseaux engourdis picoraient le gazon. Vivi, Elliot, à propos de la scène avec Tom, chez l'avoué, dit, j'étais assise côté de lui, je lui tenais la main, mais il ne m'a jamais adressé un regard. Barbara Hutchison et Victor Rothschild, 1910-1990, annoncèrent leur fiançailles à l'Alain, Illinois, d'octobre. Lui, à ce moment-là, était à Cambridge, travaillant à une thèse de zoologie pour son admission au corps enseignant de Trinity College. Jones fut en effet admis, et occupa son poste de 1935 à 1939. En 1937, il zéro de son oncle le titre de baron Rothschild. L'artiste André Masson dessina les décors abstraits des Prisas, et, nouveau ballet sur une ligne. Tchaïkovski, 5e symphonie, la chorégraphie était de ma ceinture représentée par les ballets russes, accent grave monte. Carlo pendant leur saison habituelle de 3 semaines à l'Alhambra Theater. Les Wolf, le 6 juillet AVS juillet 1933. Il n'est pas poète, alors que va-t-il? Point. Cela, Maggie, c'est la poésie au stade prénatal avant qu'elle n'ait des ailes pour s'envoler vers elle, écrit ici par s'arrondissement à devant le rayonnage pour y prendre Antigone, traduit par Édouard Erreur Zut. Par JT, vers l'extrême, Muradi 26 juillet Miss Cachin et Elton les comptes, 59 ici et 500 feuilles et je tombe de sommeil après avoir dîné avec Julia, Toinlin, alors que j'étais allée prendre le thé avec eux boyant par une grosse chaleur, vraiment la grosse chaleur. Une nouvelle vague qui n'en finit pas. Le matin, quand je ne peux pas écrire, comme maintenant, j'essaie de me mettre en train en lisant d'autres livres, impossible de m'arrêter à aucun pour le moment, sauf la vie de Th. Hardy. C'est assez à mon goût. D'après Morgan, ce pâle capon, il se montrait déraisonnable quand il s'agissait de critiques. Et le traitement infligé aux ouvriers à Oxford l'avait rempli d'amertume, de la Jude. Elle lit la marionnette à Miss Cachin 9. Quentin a une légère pleurésie. Nessa en descendant à Charleston y trouve Raymond. Chez Julia, hier soir, au Wogan Phillips, je pense que vous pourriez solder 50 exemplaires de la marionnette. Elle Dorothy Bussy, Peter Kennel pour lequel je ne ressens guère de sympathie, assez négligeable, susceptible, intelligent. Plus intelligent que Wogan, qui est plus agréable que Peter. Projet d'un club des biographes. Ils déplorèrent, les jeunes, de n'avoir pas de groupe à eux. On parla d'Anne et de Judith. Q déclara qu'il méprisait les Amazones. Je dis que je les aime bien tant qu'elles n'ont guère plus de 20 ans. Je crois que Q a des ennuis, et je suppose que c'est avec sa poupée de femme. Le mariage, cela dit sur un ton très amer. Il m'a bien deviné. Peut raconter qu'il était allé à Plaistow pour y corriger des épreuves après il l'a quitté avec Desmond. Au retour, dans le tramway grinçant, dès lui ou bien c'est elle avait dit qu'un jour une femme, il pensait que c'était Molly, qu'il l'a laissée, lui avait fait une déclaration, parce qu'elle était beaucoup plus éprise qu'il ne l'était lui, même et qu'il n'avait jamais cessé d'en avoir le cœur déchiré depuis. Curieux exemple d'un de ces accès de confidence auxquels Day est parfois sujet. Aussi je pouvais en finir avec mon Goldschmidt et l'expédier. Il le faut. Nombreuses visites. Miss Porter Lijam Stefan, pauvre idiot venu à propos des Wilberforce dont il veut se servir douce pour se mettre en avant. J'ai rencontré l'autre 13, de marionnettes, d'Edwin Muir, avait été publié par la Hogarth Press en 1927. La revue LFEN de l'été, dont Desmond McCarthy était le rédacteur en chef et à laquelle Peter Kennel apportait régulièrement sa contribution, était imprimée par la Curwen Press, à Plaistow, dans l'Essex. Louise Porté, voir plus haut, 3 janvier 1933. James Stephan, né en 1908, fils unique et héritier de Sir Harry Stephan, 3e baronnet, était un coussin de VW, avec laquelle il avait une amère grand-mère communant la personne de Sarah, sœur de William Wilberforce.
James Stephan avait écrit à VW le 20 juillet pour l'informer que le centenaire de la naissance de Wilberforce serait prochainement célébré à Hull, et qu'il avait alors l'intention de s'affirmer officiellement comme un descendant de Wilberforce. Dans ce but, il demandait aussi un soutien moral et financier. Voir également VW, de l'été, V, numéro 2767. David Lowe, 1891-1963, dessinateur, spécialiste de caricatures politiques, était originaire de Nouvelle-Zélande. Kingsley Martin lui avait connu Nandé, pour les publier dans le net, Statesman, toute une série de caricatures de personnages en vue, et il souhaitait que VW fût du nombre chez les Kingsley Martin, grâce à Mrs. Maloney, qui publie les écrits de fait. Nous partons donc demain pour Monkshods où je vais écrire. Oui, de P demande à être traité de façon magistrale. Un livre passionnant à écrire. Rodmel, dimanche 30 juillet, de nouveau installé ici. Je me demande en quelle mesure les lieux influent sur l'humeur. Certaines pensées me reviennent toujours. Les collines abîmées, pourquoi ne pas déménager, etc. Ce qui me ramène à des idées familières. Quentin a une pleurésie, devra peut-être subir une opération. C'est la première fois qu'il y a un malade à Charleston. Nous y dînons ce soir. Et, pour me rafraîchir l'esprit en vue des parts JT, j'ai écrit des souvenirs, et telle est la force du passé que je n'arrive plus à purger mon esprit de Fitzroy Square. Alors, au lieu de lire de l'italien, je raconte l'histoire de WHY 16. Mais j'organise ma vie ici, et assez bien jusqu'à présent. Je lis, je marche, je plonge jusqu'à de claires profondeurs, je dirais avec force. Il y a des gens à voir, mais on peut les ajourner pour le moment, Colfax, Reed, Julia, les Wolfe et compagnie. Le cas de Mrs. B est intéressant. Elle fait crédit à la nature humaine. Lydia Asti, sa demi-cousine, est morte à Florence en laissant 17 000 livres, dont la moitié échoua à Mrs. B, 18. Cela représente la sécurité, voire le luxe, à vie. Nous allons donc chez le notaire, où l'on nous donne toutes les lettres. La signora Colli qui soigna Asti mourante et l'esprit dérangé, les lettres de Asti à Monsieur Duncan à Aberdeen, sur la politique, sont très intéressantes, de même que la façon dont elle passe continuellement de Josephus à Macaulay et autres. Cette Colli écrit qu'elle avait espéré 600 livres par an. C'est certainement ce qu'elle aurait eu si Miss H avait signé un codicille. Percy et Mrs. B proposent de lui offrir 50 livres par an si l'autre légataire veut bien en faire autant. Elle n'est pas gourmande, Miss Colli, elle justifie chaque sou. Le docteur Pott se montre compréhensif et les B plein de bon sens et de retenue. Plus que moi, sûrement, si j'avais soudain 1000 livres par an sans travailler. Après Hitler et Mussolini, dont Miss Asti parlait souvent dans ses lettres, Herbert Fay, 1893-1972, conseiller économique au département d'État des États-Unis, 1931-1937, était conseiller technique en chef auprès de la délégation américaine à la conférence économique et monétaire mondiale qui se réunit à Londres du 12 juin au 27 juillet 1933. Il avait auparavant travaillé pour la Société de Nations, VW, alors Virginia Stephan, avait habité au 29 Fitzroy Square avec son frère Adrian pendant environ 4 ans, de 1907 à 1911. Walter et Adlam, 1866-1908, hellénistes, qui enseignaient à King's College, Cambridge et Hilton, 1879-1960, voir VW, journal, 18 mars 1918, avait, dans une certaine mesure, éveillé les Miss Reed avait cependant passé quelques mois dans une chaumière à Rodmel et à ce moment-là elle s'est en sentiment l'imagination de VW. Aucune mémoire concernant ce chapitre du passé de VW n'a été mise au jour. Elizabeth Reed, admiratrice de VW et du goût pour la littérature, s'occupait d'œuvres. Elle vit, avec un certain Gilbert de Nice et le couple habitait tantôt Sheffield, tantôt une chaumière dans le Shropshire, à Glende. Voir MHP, Sussex, l'été. Un VW écrit ici de Wolf, pluriel de Wolf, c'est-à-dire les loups. Pour Mrs. Lydia Bartholomew, femme du jardinier de LW, voir plus haut, 4 juin 1932. Miss Lydia Asti, morte un mois auparavant à Florence, lui avait effectivement légué la moitié de ses biens personnels en Grande-Bretagne évalués à 17 430 livres. Georges Duncan d'Aberdeen, notaire,
était l'un des exécuteurs testamentaires de Miss Asti. Il reçut ici petit 5 validité du testament et de ses 13 codicilles dans lesquels elle distribuait et redistribuait ses biens personnels lotis 1933-1011. Il convient d'offrir ces modestes témoignages à la nature humaine. Quant à elle, je l'imagine passant son temps à réarranger son service à thé bleu et or, la montre de son père, la bonbonnière et le porte-cartes en bois de ce chêne de Windsor que mentionne Shakespeare. Dans sa maison de Florence où elle habitait avec Collie, âgée de 76 ans, Ifani Uitaoa. Depuis notre arrivée ici, je me suis rendue par 2 fois à Charleston, et vu Lekins, suis allée à Worthing, et Reed, agréable jeune femme avisée, dure, dévouée au bien public, est venue prendre le thé, de même que les Easdale et Norman Stewart, un scientifique intelligent et sympathique. J'attends Mrs. Neff à 3 heures pour discuter de ses scandaleux mémoires. Nous allons à Londres vendredi et elle vient dimanche. Est-ce la paix? J'ai la tête lourde aujourd'hui, il a fait si chaud, et j'ai lu Mrs. Neff de 10h à midi 20. J'imagine une intellectuelle américaine au goût du jour, jolie, assez jeune, nerveuse, complètement désorientée, écrit assez bien, intéressante, mais ne sait pas où elle en est. Samedi 12 AOA alors, évidemment, après Mrs. Neff j'étais si fatiguée que je frissonnais, tremblais de tous mes membres. Je me suis mise au lit pour 2 jours et j'ai bien dû dormir 7 heures pendant lesquelles j'ai retrouvé le royaume du silence. Je me demande tout à coup à quoi tiennent ces brusques accès de complet épuisement. Je viens ici pour écrire, je ne peux même pas finir une phrase, et voilà que je sombre. Serait-ce dû à un effort inhabituel? Le subconscient me tire-t-il à lui? Je viens de lire ce que Faber dit de Neumann. J'ai fait une comparaison avec sa description d'une dépression. La mécanique quelque part se bloque. Est-ce cela qui m'arrive? Pas tout à fait. Parce que je ne cherche pas à me soustraire à quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de me remettre au par JT. Non, je crois que c'est l'effort, la tension de vivre dans 2 sphères à la fois, le roman et la vie réelle. Les mémoires de Neff me brisent parce qu'ils m'entraînent trop loin de l'autre monde. Marcher, mener comme une enfant une vie parfaitement spontanée avec elle et ce qui m'est familier, il ne m'en faut pas plus quand je suis lancé à fond dans ce que j'écris. Devoir faire montre de prudence et de décision avec des étrangers m'arrache à mon monde familier, d'où l'effondrement. Samedi encore, je n'arrive pas à me concentrer, je me sens désemparée, somnolente. Physiquement la semaine tout à fait calme. Les choses familières m'apaisent, elle, Pinka, le dîner, le thé, les journaux, la musique. J'ai une peur panique de voir des gens, accrue par l'appréhension, mais ce que je redoute, c'est d'être emporté malgré moi dans une autre sphère. Norman Stewart, ou, selon l'orthographe que Donnell W. Stewart, n'a pas été identifié. Elinor Castle-Neff, 1895-1953, femme de John Ulrich Neff, membre de la faculté de l'Université de Chicago. Après la mort de sa femme en 1953, il publia un premier volume des lettres et notes, L'été et nota, volume dont certains passages concernent VW voire Oxford Apostle la Character Study QF de Oxford Moven, par Geoffrey Cust, Faber. 1933 où sont étudiées les dépressions nerveuses dont a souffert Henry Neumann, le futur cardinal, en 1820 et 1827. Mercredi 16 août à cause du vol de Sir Alan Kobayami, à cause d'Angelica, de Julien et du bar, à prendre, j'ai de nouveau mal à la tête et j'ai dû me mettre au lit si bien, puis je n'ai pas vu Ethel, seulement entendu sa voix. Ce matin, je reçois 6 pages à ce sujet. Je n'ai pas vu non plus les Wolves et me voici de nouveau ici, à grignoter de paix, en me demandant, comment, grand Dieu, vais-je jamais pouvoir donner forme à tout cela, quelle lutte en perspective. Mais tant pis, je voudrais discuter de la forme, venant de lire Tourguenieff, mais comme ma main tremble après l'une de ces migraines, je ne peux ni prendre une plume ni choisir mes mots avec précision, l'habitude a été rompue. La forme, donc, est le sentiment que les choses se suivent chacune à sa place, c'est en partie logique. T'écrivais et réécrivais, pour ne garder que la vérité est saine, ciel. Oui, Médée disait que tout a de l'importance. Seulement on ne peut plus lire Dostoïevski. En ce qui concerne la forme, Shakespeare devait se plier aux exigences de la scène. T dit qu'il faut trouver une forme neuve pour les sujets anciens, mais je suppose qu'ici il emploie le mot dans un sens différent. D'une scène, il faut qu'on sévère l'essentiel.
Et comment allons-nous savoir ce que c'est? Savoir si la forme de D est meilleure ou pire que celle de T? Elle semble moins bien résister au temps. T conçoit que l'écrivain exprime l'essentiel et laisse le lecteur faire le reste. D fournit au lecteur toutes les aides et suggestions possibles. T réduit les possibilités. L'ennui avec la critique, c'est son caractère superficiel. L'écrivain, lui, est allé beaucoup plus profond. T tenait un journal pour Bazarov. Il écrivait tout du point de vue de celui-ci. Nous n'avons que 250 courtes pages. Notre critique n'est qu'une vue à vol d'oiseau du sommet d'un iceberg. Le reste est sous l'eau. Rien n'empêche que l'on commence de cette façon. Mais l'article serait peut-être plus décousu, moins composé que normalement. Jeudi 24 AOA il y a une semaine, vendredi, pour être précise, ayant retrouvé mon souffle, j'ai repris de par JT avec la résolution de débarrasser le texte de sa graisse superflue avant de continuer à accumuler les scènes. Je réarrange aussi toute la première partie afin d'y mettre plus d'unité. La mort intervient maintenant dès le premier chapitre. Je crois que je vais le réduire de moitié. Pour le moment il est un peu nu et décousu. De plus l'ensemble est passablement précipité et tendu. Je viens de tuer Mrs. P et RR ne peut passer tout de suite au chapitre d'Oxford. En vérité ces petites scènes vous atteignent comme elles le font dans la vie et l'on ne peut pas changer d'état des sœurs Alan Cobham, 1894-1973. Pionnier de l'aviation dans la compagnie nationale Aviation Limited organisa des circuits dans les îles britanniques en 1932 et 1933, donnait des exhibitions aériennes. Les Wolf emmenèrent Julien et Angelica Bell voir cela le 12 août. Le 14 août, Ethel Smith, qui séjournait chez Nlatins, Baring à Rottingdean, vint à Monxhouse, où on ne lui permit pas de voir VW sa longue lettre de reproche. Merveilleux d'être assise chez vous, avec simplement une cloison entre nous, se trouve à la bibliothéberg. Pour la réponse de VW, voir VW, 2 lettres, V, numéro 2775. De Wolf, les loups. Tourguenieff tenait un dossier où composait une sorte de biographie de ses personnages, en ce père et fils, un journal du protagoniste Bazarov. Abraham Yarnolinsky Turgenet, Demand, Bissar and Bissa. Tourguenieff Loni, son art et sous époque, ouvrage dont VW avait donné une critique en 1927. Les notes, sur Tourguenieff, prises par VW à cette époque, se trouvent à la bibliothèque Berg, Holography Reading, volume 1. Lire FT, ça et ceci à O4T 1933-1013 pris en une seconde. Il n'y semble que la première partie reproduit parfaitement le réel. J'ai une bonne excuse pour m'adonner à la poésie dans la deuxième, si je sais m'y prendre. Voir la même chose de 2 points de vue différents, l'expérience ne manquerait pas d'intérêt. Pour le moment, je viens de passer un matinée à lire les confessions d'Arsène où c'est que Clive a laissé hier ici. Quel plaisir fécond je trouve dans les livres. Hier, en entrant, j'en ai vu la table chargée. Je les ai tous ouverts, tout flairés. Celui-ci, n'ai pas pu m'empêcher de l'emporter pour l'entamer. Je crois que je pourrais être heureuse ici rien qu'à lire jusqu'à la fin des temps. C'est vrai que nous sommes souvent dérangés. Hier, après avoir heurté un berger allemand qui s'est précipité comme un fou sur la voiture, il a reçu un grand coup, nous l'avons vu se tordre par terre, mort, croyais-je, mais il s'est relevé en titubant pour partir au trot à travers champs. Indemne bien qu'il eût cassé nos phares et tordu le pare-choc. Après cet incident pénible, donc, Clive est venu, ainsi que Julien et Frances Marshall. Clive se contenta d'une seule remarque désagréable à mon endroit, que je n'acceptais pas de perdre au jeu. Comparé à ce qu'il sait faire dans cet ordre d'idées, c'était là peu de choses. Autrement nous nous sommes montrés plutôt gracieux l'un envers l'autre, et nous avons joué au boule. Fanny nous a invités à Amsprey, où nous irons peut-être si nous faisons notre tournée dans l'Ouest. Cependant nous voyons trop de gens pour mon goût, les Kingsley Martin, qui sont pour moi dépourvus d'attraits, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. C'est le genre de personne que Georges Trevelyan aurait apprécié il y a 25 ans. Cela m'a aussitôt frappé, car il pense bien, elle est laide, maigre, dénuée d'humour et de charme, qu'à manche formelle proprement, et il s'impose à nous. Par-dessus le marché, j'ai eu des nouvelles de Tom et de Peter Lucas. Tom est tout artifice, sarcasme, bizarrerie, une façon de se défendre. Peut-être un de ces jours le mariage ou,
qui sait à la religion, lui feront abandonner cette façade. Malgré tout, dans les intervalles, nos jours de tranquillité sont bien équilibrés, pleins de paix et de promesses. Quel bonheur, une fois les gens partis, de dîner ensemble et de veiller seuls avant que je ne regagne ma chambre spacieuse, où le soleil qui se lève sur les pommes et les asperges me réveille si je laisse le rideau ouvert. Je lis tout Tourguenieff, dans l'idée d'un article, car j'ai l'intention de m'adonner à une critique sereine entre chaque passage ardu du départ JT. Cela me force à lire tout en filant la trame du roman. Aujourd'hui, jour heureux, sans visiteurs. Demain, hélas, Hugues Jones et les Cartwright. Arsène Housset, 1815-1896, avait débarqué à Paris tout jeune pour se jeter à corps perdu dans la société littéraire et artistique. En 1850, il devint directeur de la Comédie Française. On publia 4 volumes de ses réminiscences, Corps, Fession, en 1885, puis 2 autres encore en 1891. Georges Macaulay Trevelyan, 1876-1962, titulaire d'une chaire d'histoire moderne à Cambridge, était le frère cadet de R.C., Bob Trevelyan. Il avait épousé la fille de la très digne Emma Freeward. Thomas Eliot écrivit le 16 août pour dire que depuis son retour d'Amérique il avait vécu tranquillement à la campagne, occupé à observer les mœurs des pinsons et des bergeronnettes, à composer des vers sans queue ni tête et que ce serait pour lui un grand réconfort et une grande satisfaction de passer une nuit à Rodmel, n'importe quand en septembre. Et il signait de sa main votre obéissant serviteur TSE, maintenant membre du club Michael Mullins de Marche et de Bouillabaisse. Ugly Jones était le fils qu'avait donné à Philippe Morel une certaine Alice John, qu'il avait eue pour secrétaire pendant la guerre. Entre-temps, celle-ci était devenue un membre indispensable de l'état-major du New Statesman et Nation. De son côté, M.N. Cartwright avait été employé dans les bureaux de la Hogarth Press de juillet 1925 à mars 1930, 14 août 1933 dimanche 27 août. Finalement cela ne s'est pas trop mal passé avec les Cartwright. Malgré une petite tournure de corvée, 2 filles dégingandées et Hugues, le collégien, dont la veste devint une poche brodée d'un écusson. Les filles ont poussé quelques OEA, fait top de manières en prenant le thé, qu'elles ont dévoré. J'avais pris la précaution, l'acheter des gâteaux à l'eau. Nous avons dû ce matin raccompagner l'ouvrier de Fier Martin, garage, qui nous avait amené la voiture remise à neuf après l'incident à Nuberger allemand. Et puis le ruban de ma machine était à changer. À notre arrivée, nous avons trouvé le was en fait. Le conseil municipal s'agitait sur un tapis d'un rouge éteint, déployé au seuil d'une porte. Les commerçants de la ville avaient revêtu des robes bleues, ornées de fines bandes de fourrure afin d'accueillir la troupe à son passage. Lors de la marche d'entraînement sur Arundel, nous sommes tombés en plein dessus, des hommes sales, en manches de chemise, marchant, les rabats de leurs casquettes déployés sur le cou, tant il faisait chaud. Massés au bas de Station Street, les habitants de Lewis agitaient des mouchoirs de ci, de là, et des parapluies de bas en haut. Ce n'est pas un spectacle bien inspirant que l'armée britannique. Je n'ai pas aimé du tout ces vieilles femmes au visage bouffi et crédules qui secouaient leurs mouchoirs dans les airs. Mais enfin les Cartwright ont eu leur gâteau et nous avons joué aux boules. Tous les 3 veulent devenir des scientifiques, si possible des chimistes, la science, selon eux, étant pour leur la discipline la plus en vogue, même si l'on n'est pas sûr des débouchés. Par moments, Hugues me rappelait Philippe. Il a les mêmes yeux bleu vert globuleux, et il m'a semblé sentir en lui plus de finesse que chez les 2 autres. Mais elle n'est pas de cet avis. Ils se sont montrés gentils, simples, timides. Je me suis demandé pourquoi ils étaient venus. Mrs. C et Mrs. J ont-ils insisté. Nous les avons reconduits jusqu'au Sea Hotel, sur le front de mer, à Seafort, où j'ai vu se dérouler le spectacle de la vie balnéaire. Et les gens m'ont paru très jeunes et pas à leur place. Je parle du tout venant, pas des exceptions. Ils courent se baigner en passant directement de l'escalier de l'hôtel à la mer. On y trouve aussi une certaine beauté. Non pas que j'ai aimé le couple qui est passé, en tenue de soirée. Elle portait une veste de fourrure. Pourquoi s'habiller pour le dîner? Pour montrer son niveau social. Retour à la maison, et Taringneville nous a paru plus beau que jamais. Et j'oublie de dire que Flush a été choisi par l'American Book Society. Grand Dieu! Mercredi 30 ou avant-hier, alors que nous étions assis dans le jardin, à Charleston, Clive nous dit, d'une voix bizarre et saccadée, qu'il avait de très mauvaises nouvelles de Franc Birel,
et il nous a montré une lettre de Raymond. F a une tumeur au cervical que l'on doit opérer, peut-être aujourd'hui même. Toute la nuit, j'ai donc rêve de lui, mon rêve me donnant, comme il m'arrive souvent, l'essence d'une relate, qui, dans la vie réelle, ne trouvera jamais à s'exprimer. Je me souviens que j'étale, assise à côté de lui sur un canapé, nous échangions des baisers à n'en plus finir, L10. Le premier bataillon du Royal Sussex Régiment effectua une marche de Douvres à Arundel, en passe 3 et fier le Weybreakton où il fut fêté et passa la nuit du 26 août, septembre 1933 1015 unis. Pourtant, dans mon rêve, je ne crois pas avoir su qu'il était malade. J'en suis presque obsédée. Comment a-t-il attendu toute la journée d'hier une opération qui peut être fatale? Qu'aurais-je ressenti à sa place? Et pourquoi ne l'étais-je pas? Il est affreux d'avoir conscience que nos amis vont mourir. Fille a fait très chaud ici hier, une chaleur torride. Campbell Douglas est venu à 10h30, Robson à 2h30. Appelez-moi Willy, disait-il à 5h. À 6, Vita est arrivé. Monsieur Neal est entré en passant 12. Il venait quémander des feuilles de laurier pour ses harengs marinés, et une baguette de noisetier car il se croit des dons de sorcier. Vita est restée pour la nuit, nous avons eu du coq de bruyère pour le dîner, et elle a passé la matinée à bavarder avec moi. Mary Hutchison vient de téléphoner pour proposer une visite. Demain nous allons à Londres. Samedi 2 septembre avec cette appréhension que j'ai toujours quand je demande des nouvelles au téléphone, j'ai appelé Raymond jeudi, pour m'entendre dire à mon extrême soulagement que le cas de F est loin d'être aussi grave qu'on le croyait. La tumeur est petite, on pense qu'elle est placée à l'extérieur, il semble qu'il n'y ait pas de raison pour que Francis ne guérisse pas. Au fur et à mesure que j'entendais ces paroles, j'avais l'impression de le hisser de nouveau à l'air pour qu'il recouvre le souffle. L'opération a lieu la semaine prochaine. C'est curieux cette impression que l'on a, que toutes nos fibres se dilatent et se remplissent d'air dès que l'anxiété disparaît. J'ai trouvé curieuse aussi l'intensité de mes propres sentiments. Je crois que l'imagination, la faculté de créer des images ajoute aux sentiments toutes sortes de scènes, de sorte qu'on laisse courir sa pensée au lieu de s'arrêter à l'événement. Tout cela est très mystérieux. Mais, quoi qu'il en soit, je me suis sentie soulagée et pleine d'affection pour ce vieux camion à lait brinque-ballant, dont j'espère qu'il me survivra et auquel il faut que je me décide à écrire. Égoïsme pour une bonne part, bien entendu, que ce refus horrifié, en cela que toute mort signifie une atteinte à notre propre vie, qu'elle nous rapproche ainsi de la mort. Mais assez penser à la mort, c'est la vie qui compte, pour citer ma citation de Montaigne. Brusquement, cette nuit, l'idée m'est venue d'un autre titre pour De Par JT, Ici et maintenant. Je pense que c'est meilleur. Cela montre ce que je cherche à faire et n'implique aucune intention de rivalité avec les Eri Saga, Forsyth Saga 2 et Tutti Quanti. J'ai maintenant fini la première partie, je veux dire que je l'ai resserrée, et je vais aussi, je crois, resserrer la journée d'Éléanore. Mais ensuite, je ne pense pas que le reste puisse supporter d'être beaucoup réduit. Je crois avoir ramené le tout à quelques 80 000 mots, mais il me semble bien qu'il y en ait encore. L'honorable Léopold Douglas Campbell Douglas, 1881-1940, plus tard 6e baron Blitzwatt, était un ami de LW depuis leur jour d'université. De 1927 à 1931, il avait été pasteur de Ringmay in Sussex, mais il était maintenant titulaire de la paroisse de Stocross dans le Berkshire. Voir 21 janvier 1933, note 17. Annie Lyon, 1880-1940, auteur et journaliste prolifique qui vivait à Rock Cottage, sous Théas Confère John Donne, auquel VW avait consacré un essai, Nul homme n'est utile en soi-même, la mort de tout homme diminue. N'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Ma propre version de Montaigne, Confère VW Journal, page 175. La série de 4 volumes concernant la famille Hillery, publiée par Ugly Walpole et rééditée plus tard, 1939, sous le titre Eric Chronicle. VW venait de recevoir avant publication le 4e volume, intitulé Vanessa. La Forsyth Saga est de John Galsworthy, 6 septembre 1933. 40 000 à venir, donc. 80 plus 48 ma petite progéniture. Plus long que nuit et jour, j'imagine 120 000. En ce cas ce sera le plus long de haut depuis Noël, ce qui n'est pas loin d'être vrai. Le vieux lot,
Vous n'avez jamais vu un été pareil, je le Wix d'insectes tiré en sauant, comme le dit Percy quand il apporte le seau à ordures, tandis que je fais bouffir Févocu de nouveau sous un ciel bleu. Elle fait refaire le nouveau bassin, ancien et envisage des pavés pour le jardin de devant. C'est flush, je me le dis noms plaisir, qui nous permet ces extravagances. Ces 6 mois de travail acharné et monotone devraient nous rapporter 2000 livres. Que diront les gens de ce petit livre? Je me le demande sans grande inquiétude. Tom m'a écrit hier pour nous dire à sa façon cavalière et maladroite de ne pas révéler son adresse ni la date de sa visite. J'imagine que le mystère le flatte, mais nous verrons peut-être plus profond dans ce puits obscur. J'ai joui de 2 bienheureuses journées de silence et aujourd'hui nous sommes allés nous promener dans le marais où nous avons vu un mouton noyé et avons été bousculés par 3 chiens. À propos, j'ai décidé de ne pas accepter la Sherless List Fan 4, qui ne m'a pas été offerte, et je me sens très bien, calme, obscur et anonyme. Comme Lyton l'a dit une fois, le succès nous est venu trop tard pour que nous nous pavanions sur des perchoirs. Je lis avec une avidité extrême un livre de Vera Brittain intitulé Testament of Youth. Non pas qu'elle-même me plaise beaucoup. Elle a un esprit inflexible, métallique et sans doute le genre de goût que je détesterais dans la vie réelle. Mais son histoire, racontée en détail, sans réserve, celle de la guerre où elle a perdu son amant et son frère est plongée à pleine main dans des entrailles, mais aussi où elle a vu continuellement des morts, manger des restes et pris place assise sur un unique V7, s'est déroulé vivement, nettement devant mes yeux. Un très bon livre en son genre. Le genre nouveau. Un livre dur et angoissé comme en écrivent les jeunes, que je ne serais jamais capable d'écrire. Et personne non plus n'a écrit de livre semblable jusqu'ici. Pourquoi maintenant? Quelle impulsion irrésistible les pousse à se montrer au public dans toute leur nudité? Quant à elle, il lui semble que ce genre de fait doit être divulgué, pour aider Coï, elle-même, dans une certaine mesure, je suppose, et elle possède cette conscience sociale. Il me reste encore à lire comment elle a pu épouser le sinistre Catelyn et trouver beauté et triomphe en cette pauvre Harry de Old B6. Mais je lui sais gré d'avoir éclairé, pour moi du moins, un long passage. J'ai lu sans pouvoir m'arrêter, négligeant Tourguenieff et Miss C. Burnett 7. Mais pourquoi ma main tremble-t-elle? Pourquoi ne puis-je écrire distinctement? T.S. Eliot écrivit du Cardiganshire le 31 août en suggérant des dates pour sa visite. Il arriva à Monkshaven pour y passer 24 heures. La Sherless List Fan avait été créée par les amis de celui-ci en 1905 à Cambridge, pour une série de conférences publiques sur un sujet littéraire, y compris la critique, les biographies et la morale. Cela dit VW, elle ne lui fut pas offerte. Testament of Youth. Testament de jeunesse, de Vera Brittain, 1893-1970, paru en août 1933. En 19 Hervot Brittain avait épousé Georges Catelyn, 1896-1979. Professeur de sciences politiques à Cornell University, il a bénéficié d'une bourse à New College, Oxford, et VW l'avait sans doute rencontré là lors de ses séjours. Bert son cousin le recteur H.A.L. fils et 6. Jusqu'à son mariage, Vera Brittain avait partagé un appartement avec Winifred Oldby, voire 16 mai J 1931 note 4, dont elle avait fait la connaissance à son retour à Oxford, après avoir servi comme infirmière pendant guerre, et qui devait lui inspirer son livre Testament in Friendship, Testament d'amitié. Le livre dit Vicomte Burnett, More Women Detment, plus de féminine que d'hommes, paru en 19, ouvrage antérieur présenté à la Hogarth Press, en 1929, avait été refusé. Septembre. 1933 1017 dimanche, et au septembre pour commencer par une autre question, je viens de relire les dernières pages. Pourquoi suis-je assise ici par un dimanche matin, à 10h30, avec une gêne, dans le dos, les lèvres plutôt douloureuses, à écrire du journal et non du roman, à cause de ce cher vieux Tom, principalement, 24 heures, et une courte pause pour dormir, de conversations substantielles, précédées de 2 heures de conversation inconsistante avec les Hutchinson, et à 1h30 Rosamond et Wogan à déjeuner, puis à 4h30 thé à Charleston. Voilà pourquoi je suis assise ici. Demain, dans la divine paix du lundi, je me promènerai sur les collines en pensant à Tom et à mes lèvres parcheminées avec une bonne dose de plaisir. Oui,
Cela en a valu la peine, même si lorsqu'il a paru qu'une seconde journée était au programme, ma langue s'est recroquevillée et mon cœur a cessé de battre. Tom a rajeuni de 10 ans, musclé, plein d'entrain, c'est un boy scout plus grand que nature, en short et chemise jaune. Il y s'amuse beaucoup, il est gonflé à bloc et luisant comme un porcelet, je n'écris pas ici pour la publication. Mais de ses profondeurs sourd aussi une eau fraîche et claire. Oui, j'aime à m'entretenir avec Tom. Seulement, de son aile incurvée, brandie comme un cimeterre, il écarte tout du centre de son être. Il s'installe avec une certaine gravité dans son personnage de grand homme. Kea n'était pas cela. Nous avons parlé de la correspondance de Kea. Tom dit que, tant qu'à choisir une forme d'écriture, il préfère les lettres à l'éditorial du Times. Je pense que cela dénote une certaine évolution dans ses idées. Il dit qu'il ne se sent plus tellement sûr qu'il existe une science de la critique. Il dit aussi que les gens exagèrent dans leurs interprétations intellectuelles et érudites de sa poésie. Par exemple, Rose Williamson 9. Dans son livre sur moi, il dit cela avec le plus grand sérieux. Pour moi, je ne serais pas capable de citer aussi ingénument Holby. Ross apparemment a attribué le chien, dans la citation que Tom fait de Webster, à des associations en profondeur avec la constellation du chien. Pas le moins du monde, dit Tom. Je faisais une plaisanterie aux dépens de Webster où tout cela me paraît lié au bouillonnement de la vie en lui. À 46 ans, il a envie de vivre, d'aimer. Voir Rochester est déjà un événement pour lui. Il n'a rien vu, ni vu personne ces 10 dernières années. Nous avons eu une explication au sujet de Vivienne, au petit déjeuner. Non sans une certaine âpreté chez Tom. Il se refuse à lui accorder l'excuse de l'insanité. Il pense qu'elle se donne des airs et qu'elle fait tout son possible pour croire elle-même. C'est ainsi qu'elle parvient à mystifier Elizabeth Bowen. Il m'a semblé qu'il lui en voulait un peu de tout ce gaspillage, de tout ce qu'elle lui a extorqué en pure perte par le passé. J'en conclus que nous allons le voir souvent, et, si j'avais le temps, si j'arrivais à repousser de quelques pouces plus haut le rocher de sa suffisance, j'aimerais discuter à fond avec lui de l'acte d'écrire. Seulement il y a toujours cette réserve, je ne peux pas parler de ce que j'écris, si bien VW a écrit par mégarde, dimanche 13 septembre rue Grosse Williamson, 1901-1978, publia de Poetry of T.S. Eliot en 1932. Voir dans la Tervenne, de T.S. Eliot, All Keep de Doug Fromer, That is friantument virguli, Bisna, il dit up again. O écarte le chien qui est l'ami de l'homme, car de ses griffes il le déterrait, et dans le nion blanc de Webster, la complainte de Cornelia Buckip de Wolfromer, That is fit au renfort ivid Bisna y el dit dem pagan. Mais écarte le loup, qui est l'ennemi des hommes, car de ses griffes il les déterrait, et eut grosse de commenter, le chien est évidemment Sirius, de la constellation du chien, qui en Égypte passait pour annoncer la crue fertilisante du Nil que cette conversation sur son œuvre s'efface de mon horizon. Mais il faut que je lui trouve 2 pièces dans Sornetonen et nous sommes tombés d'accord sur l'ignominie de l'enseignement anglais, la stupidité des chaires, de toute la hiérarchie systématique des professeurs, et le reste. En tout cas, il m'a assez bien suivi quand j'ai flétri Oxford et Cambridge. À Oxford, il a appris 1. À avoir confiance et en lui 2. À écrire l'anglais courant, et c'est tout. Mais je ne l'envoie pas moins devenir professeur de poésie à Oxford un de ces jours. Son père était marchand de briques à Saint-Louis, il vivait dans les quartiers pauvres, entouré de terrains vagues. Le père ne faisait que gaspiller l'argent et il mourut, hélas, en 1919, avant que Tom ne soit devenu, enfin, sa mère, elle, vécut assez longtemps pour le voir devenir ce qu'elle appelait, et Tom aussi, je le parierais, un grand homme. Quelle étrange et naïve vanité dans tout cela. Mais évidemment, quand vous êtes projeté comme une sagaie dans la chair vive du monde, ce qui pourrait être une définition du génie, vous tenez bon. Tom tient bon. Se fermer, se concentrer est peut-être une des conditions nécessaires. Et maintenant il n'est pas loin de 11 heures, les cloches sonnent, le poirier et le pommier montrent des feuilles très vives, et je pense que je vais traîner sur des lettres et des livres. Il faudrait que je lise La Nuit des Rois pour tenir la promesse que m'a arrachée Lydia, un article sur elle dans la pièce 13, et maintenant je vais sommeiller aussi paisiblement que possible, puisqu'il va nous falloir parler sans discontinuer jusqu'à 8 heures. Et ensuite, au accent circonflexe mon Dieu silence, dîner seuls et sommeil dans ma chambre aérée,
et pas de conversation demain. Pourquoi ne pas écrire un livre de critique dans ce style? Samedi 23 septembre cet été, que je le dise à titre de critique et en guise d'avertissement, a été trop ponctué de gens. L'année prochaine je compte bien montrer plus de circonspection, car ces derniers 15 jours j'ai vécu, dirais-je, comme vivent les autres gens, c'est-à-dire extérieurement. J'ai abandonné de par JT, suis arrivé au bout de Nia Révision, et comme nous avions né Lucas, plus Angelique, son ami, et vu une jura demeure, que nous devions aussi aller à Londres pour un dîner avec les Hutchinson, recevoir Morgan pour la fin de semaine, plus ce soir le Mémoire Club. Il semblait plus sage de ne pas se soucier de concentration, mais de se consacrer à ses amis. J'ai dû cependant trouver un moment pour y glisser en coin cet affreux petit article sur la nuit des rois, l'ayant sommairement ébauché ce matin, je puisse écrire ici. Et il a plu toute la journée. Les mares se remplissent. Le nouveau bassin de L et le jardin sont presque terminés, et c'est une réussite surprenante, je trouve. L'été est mis de côté, plié dans un tiroir avec d'autres étés. S'il plaît au ciel, nous aurons 10-11. VW effectua, en effet, quelques démarches pour procurer un logement à T.S. Eliot, voire plus 14 novembre 1933, et lui-même, dans ses lettres à VW, fait des allusions à cette question jusqu'à la fin de l'année, où il trouva à se loger à South Kensington. Par la suite, il fut accueilli comme hôte payant chez le Putur de St. Stephens, Gloucester Road, église dont il allait devenir le sacristain en 1934. Elle mourut en 1929, à l'âge de 86 ans. Lydia Lopankova devait tenir le rôle d'Olivia dans 141 Nuits des Rois mise en scène par Tyrone Gulolvi. Les Wolves se rendirent en voiture à Londres le 20 septembre, ils dînèrent avec les Hutchinson avaient représentation et reprirent la route de Rodnell après. L'article de VW parut dans le SN du 30 Septembre 1933, Septembre libre 1933, 10-19-12 jours sans visiteurs avant de rentrer, mais je dis cela sans conviction. La vérité est que j'y aime bien que les gens viennent, mais que j'adore qu'ils s'en aillent. C'est cela qui subconsciemment m'a fait supposer que prier et prudence ne passerait qu'une nuit ici, alors que Peter en avait suggéré deux. Cela n'a pas été sans causer un certain embarras. Nous devions partir pour Londres aussitôt après le déjeuner. Elle est de l'espèce spontanée de ces terriers à poils ras qui éclatent inopinément en aboiements furieux. Pourquoi Peter le délicat est-il allé se commettre à vie avec Dee, après Topsy? Je n'ai qu'à peu l'imaginer. Chez les grands comme chez les petits, il suffirait de lever la main pour en faire surgir instantanément 20 pareils. Avis. Grand Dieu, je ne pourrais envisager une semaine de cette petite femme ardente, sans ombre, sans amour, sans beauté. À 22 ans, passe encore, mais pensez un peu, à 32, 42, 52 ans. Non et borgne toutefois il traverse la vie avec des œillères ne voyant que la grande route. Peut-être Prudence fait-elle office de lampe de cabriolet. Elle effectue des recherches pour lui dans les bibliothèques. Il cite du grec et du latin. Lui, dit-elle, ne lit jamais un livre, si ce n'est pour écrire quelque chose à son sujet. Et ainsi, tel qu'il est charmant, honnête, délicat, austère, se frayera-t-il chemin dans la vie, et il laissera derrière lui une longue suite de livres, que je ne lirai jamais, parce qu'il écrit avec des doigts gelés. Cette vieille est-elle est venue, engraissée. Et comme je l'ai dit, nous allons à Brighton demain pour y retrouver Morgan, et je lirai mon mémoire ce soir. J'enverrai mon article lundi et je m'estime donc quitte envers mes amis. Lundi commencent mes vacances, ma pause pour reprendre mon souffle. Je me dis que je ferai une longue promenade, que je lirai fumer de Tourguenieff le soir. Après une partie de boule avec elle et il fera une très belle journée, j'ouvrirai mes rideaux la nuit pour voir les étoiles. Merveilleux spectacle en vérité et entièrement gratuit. Jolie Margot. VW notre plus grand écrivain anglais, le livre de Molly sur les web, et Tourguenieff 16. Mardi 26 septembre. Pourquoi ne pas écrire un de ces jours une fantaisie sur le thème de Crabbe? Une biographie fantaisiste, une expérience en matière de biographie. Dire que j'avais tant à écrire ici, que c'était du plus profond intérêt, un dialogue de l'âme avec l'âme, et voilà que j'ai tout laissé m'échapper. Pourquoi? Parce que j'ai nourri les poissons rouges, inspecté le nouveau bassin, joué aux boules. Il ne m'en reste plus rien maintenant. J'ai oublié de quoi il s'agissait. Du bonheur. De l'AFL, Peter, Lucas, après s'être séparé de Topsy,
Sa première femme, la romancière O.B.C. Jones, en 1919, s'était, en 1932, remariée avec une femme potier et sculpteur, Prudence Dalzell Wilkinson, considérablement plus jeune que lui. Ils vinrent à Monkshods le 10 septembre et les Wolfe devaient se rendre à Londres le lendemain matin pour assister à la Nuit des Rois. Les Wolfe et Morgan Forster dînèrent chez les Keynes avant la séance du Mémoire Club, qui avait lieu à Tilton. VW lut sans doute le mémoire, qui n'a jamais été retrouvé, concernant Fitzroy Square et les demandes en mariage, voire plus haut. 30 juillet 1933, et dans Instant de vie le début de Suis-je une snob? Point. Le second lecteur était Morgan Forster. Son article concernait la Nuit des Rois. Mormenterie, d'autres souvenirs encore, de Margot Oxford. Cette année, 1931, la plus grande de nos auteuresses anglaises, Virginia Woolf, m'a dit qu'elle prenait toujours plaisir à mes écrits Sidney et Beharry Webb, 1933, de Mary Ann Hamilton. Le seul essai de V.W. sur George Crabbe, 1754, 1832, est celui qui a été publié posthumement, intitulé De Capta's Death et des journées idéales que nous avons eues hier, et ainsi de suite. Maintenant je commence la matinée en téléphonant au ONS les corrections à effectuer sur la Nuit des Rois, mettre une virgule, ôter un point virgule, etc. Puis, après avoir vu la carpe, je suis ici pour écrire Tourguenieff. Lundi 2 octobre, oui, j'avais à écrire au sujet du Mémoire Club et de Molly qui nous a tapé sur les doigts. De toute façon, c'est une torture quand on ne peut pas entendre un mot. Puis ils sont tous venus ici et nous nous sommes assis sur la terrasse, 11 personnes en tout. Julien se détachant à contre-jour avec Euride. Julien va m'apprendre penser, m'a-t-elle dit au moment de partir. J'ai dû me hâter d'aller retrouver les McCarthy. Tout cela est fini. Octobre maintenant, et nous devons aller demain à la conférence de Hastings, et mercredi chez Vita, puis regagner Londres. J'ai ouvert ce cahier pour me sermonner moi-même une fois de plus avant la parution d'un livre. Flush sortira jeudi et je crois que je vais être très déprimée par le genre d'éloge qu'il me vaudra. On va dire que c'est charmant, délicat, féminin, et cela plaira à tout le monde. Enfin, il faut que je laisse glisser cela sur moi sans prêter attention. Je dois me concentrer sur de par JT, ou ici et maintenant. Je ne dois pas me laisser persuader que je ne suis qu'une élégante bavarde. D'abord ce n'est pas vrai, mais tout le monde va le dire. Et un succès populaire pour Flush me déplairait fort. Non, je dois me dire que ceci n'est qu'une simple traînée de fumée, un filet d'eau, et donc montrer ensuite audace et acharnement dans la création, puisque je m'en sens capable comme jamais encore. Jeudi 5 octobre, non, je ne vais pas m'attaquer aux particularités de Tourguenieff. D'abord nous partons pour Sissinghurst à 11h30 tapante. Ensuite j'ai passé la journée d'hier au lit. Migraine, fatigue extrême dans tout le dos, nuages se formant sur ma nuque. À moitié endormi, lisant les yeux à peine ouverts ce qu'écrit Stéan, l'auteur de Stallion, sur le Walpole. Miséricorde. Comment Huck peut-il prêter son nom à ce tissu d'absurdité? Dieu sait. Dieu est romance. Dieu est personnifié dans les romans de Hugh Walpole, et le reste à l'avenant. Et puis Flush a franchi son premier obstacle, le supplément lit du Times, et aussi, à mon grand plaisir, quelque obscur journaliste n'y détecte aucun signe de supercherie. Ainsi et tout en m'attendant à recevoir des hebdomadaires quelques bons coups sur les doigts, jetant mes ailes au soleil ce matin, ce doux, ce brillant matin d'octobre où le feuillage du poirier est tout éclaboussé de couleurs vives. Le mont Caburn se cache sous la brume, le grand bassin est presque rempli, le petit bassin terminé, et elle et moi, Dieu merci, allons nous promener dans le camp. Cela va être un jour des bonheurs, c'est moi qui le dirai. Margaret Stéan, 1894-1975, à laquelle Hugh Walpole, selon Rupert R. Davis, c'était beau et il était le genre de femme qui lui plaisait, intelligente, sans inhibition, amusante et peu exigeante. Son nid, degré Stallion, étalon, et son essai, Hugh Walpole, à Studie, aval paru tous deux cette année-là. Flush a biographie parue à la Hogarth Press le 5 octobre 1933. Dans son numéro du même jour, le TS publiait une critique d'une colonne sous le titre Brown Beauty, beauté brune. Le journaliste Obscol pas été identifié. Octobre 1933, le mardi, nous étions à 3 Hastings, étrange expérience toujours, que cette conférence,
Une porte ouverte sur un inonde en pleine activité, Bourdon est d'une parfaite indépendance. Non, Ronflant Bevin était en train de vociférer quand nous sommes entrés. Mais les débats piétinaient à cause d'un compromis. Il y a des détails que je n'ai jamais bien éclaircis. Quand un des bonimenteurs avait fini, nous allions nous asseoir sur le balcon. La haie, très indifférent, salle était une salle des fêtes, gaie et frivole, de station balnéaire. Les bateaux passaient destinés aux concerts municipaux, aux bals et autre chose d'à l'horizon ce genre. Nous étions assis en plein air et prenions le café sur une table verte quand J.I. est arrivé, ainsi que Phil Baquet, et ils se mirent à disséquer des détails de politique, là encore hors de ma portée, bien que J.I. ait avancé la remarque. Sans doute par déférence pour moi, que de nature il n'était pas fait pour la politique et préférait les jardins. Phil ne s'aplatit pas devant les arts et il me plaît pour cela. Je pense toujours à ces griffes qu'on va lui érogner. Et puis le rongeur, un mélange de Bob Trevelyan et de Young, qui me rappelle ma prime jeunesse, un genre d'homme passablement maigre et sans vitalité, coiffé avec une raie, aux yeux gris et à la bouche pareille à un réticule de vieille fille, mais, bien entendu, plein d'humanité, vitalisé par son humanité, les souffrances des nègres. A un fils qui va en Russie, végétarien. Terrassé une fois toutes les 3 semaines par une envie de viande de bœuf mange du poisson, il nous a invités à déjeuner au Frascati ou autre endroit de ce genre. J'ai pris une grosse portion de bœuf. Elle a donné à ronger à Pinca à l'os de sa côtelette. R est un homme agréable en son genre, un homme du monde, un vrai gentleman, me suis-je dit en traversant son hôtel à sa suite, pour sortir par une porte dérobée. Il se tient si droit. De là nous sommes allés au Kéance Hôtel, où loge les gros bonnets, et le rongeur, donc, étant un gentleman, a voulu nous offrir une distraction et de son index recourbé a fait signe d'approcher à Petit Clawrence et Monsieur Robertson 6. Et à la dame qui se fait appeler Mrs. alors qu'en fait c'est une Fitzroy et l'amie de Mrs. Walter. J'ai parlé à Petit Quel qui n'est plus maintenant qu'un vieux petit bonhomme aux yeux bleus, mordu par le gel. Il lisait justement ce qu'écrit Old B sur VW vraiment, vous la conférence annuelle du Parti travailliste s'ouvrit au White Rock Pavilion, Hastings, le 2 octobre. Les Wolf y assistèrent les 2 jours suivants. Le débat du 3 octobre roula sur le rapport politique et le compromis concernait le retrait de l'amendement exigeant que les moyens pour que le prochain gouvernement travailliste puisse opérer une rapide et complète conversion du capitalisme en un système socialiste soit spécifié par le Bureau national du parti. Ernest Bevin, 1881-1951, syndicaliste et homme politique, était un bruyant critique de ce compromis. William J.I., secrétaire du Bureau international du Parti travailliste, avait séjourné chez les Arnold Forster, en Cornouailles. P.H. Noël Baquet, 1889-1982, ex-membre du Parlement travailliste, était alors assistant du président de la conférence du désarmement à Genève. Voir VW, journal, 17 octobre 1924. Phil Baquet se présente au Parlement comme candidat travailliste. Irène, sa femme, va lui rogner un peu les griffes pour le faire élire Charles Rodin Buxton, que VW appelle le rongeur parce qu'en anglais Rod est le mot pour rongeur, et que LW décrit comme un homme de bien et un libéral non conformiste qui a conservé l'esprit et les sentiments du siècle et ne se sent jamais tout à fait à sa place dans le parti travailliste du siècle. LW, autobiographie, IV, page 245. Il était président des comités consultatifs du Parti travailliste pour les affaires internationales et impériales, dont LW était le secrétaire. Léon, voire QB, I, était une vieille famille amie d'Estefan. Frédéric William Petit-Clawrence, 1871-1961, et sa femme Emmeline étaient des vétérans de la lutte pour le vote des femmes et le désarmement. Lui avait été, et devait être encore, membre du Parlement, travailliste et ministre. VW l'avait sans doute entendu parler à la conférence du Parti travailliste à laquelle elle avait assisté en 1919, à Brighton. Les Robertson n'ont pas été identifiés. M.N. Walter avait été pendant quelques mois, en 1930, la femme de charge de VW, journal, 15 juin 1930. De même que Karl, son mari, elle était très au courant de tout ce qui concernait le Parti travailliste et les mouvements coopératifs. 22 octobre 1933 et Virginia Woolf j'ai dit que oui, et puis avec émotion,
comme il m'arrive parfois. Je l'ai complimenté sur son discours, par cette journée de pluie à Brighton. Cela lui a rendu quelque animation et il m'a parlé de sa femme, qui était pour l'heure à Oxford. Il a éclairé ma lanterne et m'a horrifié en me disant comme la France et l'Allemagne manigancent pour allumer la guerre et fabriquer conjointement des armes, etc. Ce devrait être une industrie réservée au gouvernement, dit-il. Je me suis écrié que c'était un bel argument contre le capitalisme. Sur quoi il lui a fallu aller à la conférence pour entendre parler d'Alton. Mais nous n'avons pu supporter qu'une très petite dose de Hugues, et nous sommes sortis, avons réintégré la voiture et pris la route de la maison. La veille au soir nous étions allés à une réunion ici, au club, et elle a abordé la question d'un terrain de jeu neuf. Le capitaine Palmer m'a parlé. C'est un homme qui n'a qu'une seule idée dans sa petite personne parfaitement franche, droite, desséchée et tannée. Sa femme, plus portée vers les plaisirs, était allée aux courses à Hawaï et avait donc sommeil. Il se fait une autre idée de ses devoirs envers le village, appelle les hommes par leur nom, Bach, Hubbard, etc., et trouve déshonorant qu'on ait demandé à Louinette pour s'occuper d'un club de garçons. Il a aussi tendance à considérer Monsieur Hancock comme une menace. Mais il faut que je me prépare pour Vita. Vendredi 6 octobre d'humeur moins joyeuse à cause de la critique de Rebecca West. Flush n'est pas ce que j'ai écrit de mieux, etc. Mais je me raidis. La difficulté va être de savoir m'orienter si j'ai le tout venant pour public. Curieux renversement de mon ancien problème, mais sans doute le même. C'est intéressant. J'aime que changent les difficultés. Maintenant à Tourguenieff, puisque je suis armé de courage. Il verra mieux écrire dit que lorsqu'on se laisse aller. Samedi 7 octobre, c'est vrai sans nul doute. Mais ce matin, samedi, me voilà rassuré par les éloges de Bunny. Il dit que c'est une nouvelle exploration, la mieux proportionnée. De aujourd'hui, pas un mot sur moi nulle part, de sorte que je n'ai pas à me désoler. Et, si demain était passé, le Sunday Times et l'Observer paru, je pourrais me sentir tout à fait à l'aise. Ah oui, Morgan dit que mon mémoire était merveilleux. Point. Ce qui m'a fait plaisir pour la lumière que cela projette sur ici et maintenant. Petit être 8, Hugues Dalton, 1887, 1962, membre du bureau national du Parti travailliste qui, de même que Rod Buxton et Petit Clawrence, avait perdu son siège aux élections de 1931, retourna au Parlement en 193 dès l'instant. Il avait un poste de maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Londres. Le Rodmell Social Club se réunit le 2 octobre. Le capitaine ne résidait à Rodmell que depuis un temps relativement court. Rebecca West, dans son article Une vie de chien avec les Browning, deux poètes vus par Anne Panier et Holt, qui parut dans le Daily Telegraph du 6 octobre, écrivait « C'est peut-être un des ouvrages de mes Wolfie admirateurs de la romancière accueilleront avec le plus d'enthousiasme. Il nous fait par moments l'aide plaisanterie de famille qui a trop hardiment quitté les quatre murs de son lieu d'origine pour affronter rébarbatif du grand monde David Carnett, qui, en mars, avait succédé à Ellis Robert au poste de directeur littéraire du écrivait dans sa page Livres en général, le 7 octobre 1933, ce qui importe le plus, c'est qu'il s'agit, livre d'une grande fraîcheur, un muesli et pH. Pas du ténor proportionné que tout attire ouvrage de aussi bien proportionné que l'est le sujet en soi. Mrs. Wolfe s'est amusée en l'écrivant et igné en lionnière, humour délicieux, comme aucun de ses autres livres ne l'avait un. Notamment je H. Monsieur Forsté écrivit AVW, Dabagé Flammé, octobre Bocaux IPE Préalien, 1 semaine. J'étais content de mon propre papier et le vieillir était merveilleux, octobre 1933-1023 pourrais-je tirer parti de ce style. Et maintenant lettres, bagages, va-et-vient entre la loge et la maison. Journée humide et grise jusqu'à présent, mais cela va s'éclaircir. Quelles que soient les fabriques de ciment ici, il y a toujours quelque chose pour compenser. Un joyeux été en son genre. Très peuplé, trop peuplé, mais quel bonheur d'arriver tard de Londres qu'asseoir avec elle et par exemple la campagne à minuit, montée de bonne heure, et les parties de boules, nos soirées solitaires, et la préparation du dîner. Lundi 9 octobre, Livistock Square de retour encore une fois et nous avons réendossé notre fardeau. Mrs. Wolfe hier, aujourd'hui David Cécile, demain Nessa, Quentin, Julien à déjeuner, Ugly Walpole au thé, jeudi Vita avec Mrs. Estéobiri 13. Voilà donc le commencement, avec Sibylle et Rosamond à l'arrière-plan.
Mais j'ai traversé la vague de roche, une petite vague comparée aux autres. Desmond est élogieux. Le Morning Post me déchire en employant les dents brutales, vulgaires, jaunes et inopérantes du pauvre monsieur Gregson IV. Et maintenant c'est fini, et s'il n'y avait pas cette tension que n'y causent les gens, le dentiste, les vêtements, mais non, je vais maîtriser tout cela. Je vais laisser à mon moi suffisamment de place et d'espace. Hier il a été question de quitter Londres, d'installer l'âge presse à Monxos, question d'acheter une chaumière dans le nord. Nous avons bien assez d'argent, de toute façon. Une douce journée, il nous faut emmener la voiture à Andon. Le matin j'endure les pires souffrances avec Tourguenieff. Puis-je le finir cette semaine pour me mettre à ici et maintenant? Oui, le puis-je. Lundi 16 octobre et puis Desmond m'a interrompu. Oui, mais aujourd'hui nous sommes de nouveau lundi, le 16 cette fois, et j'ai survécu à la mêlée de cette semaine. En fait, à 2h30 aujourd'hui, j'ai remis mon Tourguenieff à la dactylographée, ainsi, me voilà libre demain pour ici et maintenant. Oui, après avoir reçu Philippe Wolf et Bab ici, pour le souper, j'ai préparé le mouton et l'ai mis dans la marmite. Mary vient aujourd'hui, elle éternue. Fasse le ciel que ce ne soit pas un rhume. Miss Evan, non identifié s'annonce, et j'ai une envie assez vaine de lire le livre de Job. Demain, et demain et demain. Hier nous avons dit au temps qui passe, arrête-toi, et nous avons escaladé une colline aux abords de Prince Risborough. Il semble que j'ai cessé d'inventer de paix vers le 20 août et à partir de là est écrit. Vendredi 20 octobre et je bien dit que j'allais me mettre à ici et maintenant, je n'ai pas écrit un mot. Elle avait la grippe, selon Ellie. Au bout de 2 jours, il était levé et au travail, l'honorable Mrs. Francis St. Aubin, née Gwendolen Nicholson, 1896, 1995, était la sœur de Harold Nicholson et elle allait devenir dorénavant pour quelques années l'amie la plus intime de Vita. VW avait été à sa connaissance le 5 octobre, quand il était allé déjeuner à Sissinghurst avec LW dans la rubrique Le Monde des livres du Sunday Times. Desmond McCarthy consacrait une colonne et demie à 2 poètes et un épagnol. Geoffrey Gregson, 1905-1985, poète et critique, alors directeur littéraire du Morning Post, écrivait dans le journal du 6 octobre 1933, à propos de Flush. 4 pieds sont ton héroïque comique continuel, ton pédantisme gouailleur, son agile verbosité en font le livre le plus ennuyeux que Wolf ait jamais écrit. Octobre 1933-1024 naturellement. Mais la nuit dernière j'en suis venu à la décision qu'il fallait mettre un terme à la carrière de la Hogarth Press, en revenir au jour de Richmond, à quoi bon peiner et se démener, écourter Sienne, gâcher complètement l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande, la Grèce dans le seul but de publier les mauvais romans de Suzanne Lawrence? Non, le moment est venu de s'arrêter pour prendre un nouveau départ. Nous allons à Rodmel demain et là j'aborderai la question d'un changement. Regarde, je ne peux pas écrire, ne peux pas tenir une plume à force de tracas et de soucis. Je n'entends que le vacarme de la pompe. C'est vrai que j'ai rédigé mon Tourguenieff hier jusqu'à ce que la tête me tourne. C'est vrai que nous avons eu une semaine de tous les diables. Mais pour moi l'âge presse a perdu son ressort et son équilibre et pourrait les retrouver à condition de modifier l'ancienne façon de voir. Nous pourrions mettre en train la revue. Il se pourrait que Flush soit porté à l'écran. Hier, Brass a parlé d'une somme substantielle. Cela n'aboutira pas, je suppose. Mais, grand Dieu, pourquoi vouloir encore de l'argent? J'ai 1000 lettres à écrire et en poussant à lire, suis incapable de dérouler une phrase dans le vide ou de guider ma plume. Aussi cela suffit. Ah, le livre de Gérald Brennan est une parfaite camelote, une équeur en tranche de plum cake, couverte d'un glaçage de sucre rose. Exactement comme il irait fourrer une grenouille dans votre lit. Mais il y a 133, note 10, VW l'est écarté. Le roman de Gérald Bronner, Jacques Thomas, fut publié sous le pseudonyme de Georges Béaton. Il fut lu par David Garnett dans sa rubrique Livres en général du NSCS le 14 octobre de BAI, -4, l'événement littéraire le plus sensationnel de l'année, peut-être d'un très grand nombre d'années en 4. Gérald Brennan dans son personnel record, compte rendu personnel, écrivit, aujourd'hui il n'y a
succès auprès du grand public, signifie latin de NAR. FJO en tant que force agissante, il nous faut pleurer la disparition d'un grand écrivain en puissance, qui a perdu les yeux d'un public intelligent. Il se pourrait que Flush soit porté à l'écran. Hier, Brass a parlé d'une somme substantielle. Cela n'aboutira pas, je suppose. Mais, grand Dieu, pourquoi vouloir encore de l'argent? J'ai 1000 lettres à écrire et en puissant à lire, suis incapable de dérouler une phrase dans le vide ou de guider ma plume. Aussi cela suffit. Ah, le livre de Gérald Brennan est une parfaite camelote, une équerre en tranches de plum cake, couverte d'un glaçage de sucre rose, infestée de chiures de mouches 16. Samedi 21 octobre non, j'ai la tête trop fatiguée pour continuer ce matin avec Bobby et Elvira, ils doivent se rencontrer à Saint-Paul. Je voudrais rendre la scène dans toute des plénitudes, son calme et sa charge d'inconscient, mais, sur ce dernier point, c'est difficile à cause de Flush, à cause du petit jet incessant de commentaires qui me tient éveillé. Hier la Grande a proclamé que je n'existais plus S17. Orlando, les vagues, Flush ont sonné le glas d'un grand écrivain en puissance. Ce n'est qu'une goutte d'eau, disons, une de ces rebuffades que se plaît à vous infliger quelques petits étudiants boutonneux. Exactement comme il irait fourrer une grenouille dans votre lit. Mais il y a aussi toutes les lettres et les demandes de quelqu'un m'écrit photographie, si nombreuses que, sottement peut-être, que ma lettre j'ai écrit une lettre sarcastique au NS, 18. M'attirant ainsi pourrait servir de base d'autres gouttes de pluie. Cette métaphore prouve à une nouvelle guide de portance prodigieuse de l'inconscient quand on a accent aigu pour la protection de crie la personne privée. Mais je ne dois pas oublier qu'il y a inévitablement mode en littérature, et aussi que l'on doit croître et changer à l'automne le supplément livre, du NSCN, du 14 octobre 1933, annonça que Foreign Fi roman de John Hobson était au nombre des prochains livres à paraître à la Hogarth Press. Il ne fut J5 à J publié. Il est possible qu'une fois encore, voire 5 janvier 1933, note 10, VW l'ait écarté. Le roman de Gérald Brennan, Jacques Robinson, fut publié sous le pseudonyme de Georges Béaton. Il fut nu par David Garnett dans sa rubrique Livres en général du NSCS le 14 octobre de BI-4, l'événement littéraire le plus sensationnel de l'année, peut-être d'un très grand nombre d'années en 4. Gérald Brennan dans son personnel record, compte rendu personnel, écrivit « Aujourd'hui il n'y a pas de live, je déteste davantage l'implacable facilité de Flush, combinée à un succès auprès du grand public, signifie latin de NAR. FJO en tant que force agissante, il nous faut pleurer la disparition d'un grand écrivain en puissance, qui a perdu les yeux d'un public intelligent, la Gréna, 25 octobre 1933. Cet article sur Flush, qui signalait aussi Hilde d'Orlando et des vagues, était signé FC, probablement Frank Chapman, qui devait par la suite apporter sa contribution à la revue Scrutiny Personne Privée, publiée le 28 octobre 1933. Sur la protection je vois VW, de l'été, V, le 2810, adressé au rédacteur en chef du NSCN, novembre 1933-1025, et aussi que j'ai enfin mis la main sur ma philosophie de l'anonymat. Ma lettre au NS en est l'expression crue, publique d'une partie. Comme c'est drôle que la mine révélation de l'hiver dernier ait été liberté. Ce qui, je m'en aperçois maintenant, mine rend très facile de refuser les invitations de Sibylle, l'empoigner la vie avec plus d'assurance et de vigueur. Je ne veux pas être célèbre ni grande. Je veux poursuivre mes explorations, changer, ouvrir mon esprit et mes yeux, refuser d'être estampillé et stéréotypé. L'essentiel est de libérer son propre moi, de le laisser découvrir ses dimensions au lieu de pantraver 19. Et, même si ce que j'écris là n'est, comme d'habitude, qu'une remarque fortuite, cela n'en est pas moins substantiel. Octobre a été un mois pénible, mais, n'était ma philosophie, il eût peut-être été bien pire, qu'il ne nous ait laissé aucun répit à aviver chez moi des aperçus de désastres. Et ensuite la grippe de L, même si elle n'a duré que 2 jours, et l'absence de Nessa, et la maladie de Quentin. Malgré tout cela, j'ai réussi à éloigner ces horreurs. Mais suffit. Raymond est venu hier. Francis reste très paralysé. Au bout de 10 minutes, la machine Raymond se grippe. Esprit confus, superficiel, versatile. Elisabeth Bowen fait des progrès.
Oh les Quincelet Martin ne cesse de nous inviter à faire la connaissance de l'eau. Vais-je lire maintenant le Nouveau Testament? Le grand dîner de famille a lieu ce soir. Il me semble que la pompe est moins gênante après une lettre à Bentley dimanche 12 novembre. J'aurais dû écrire une note sur Nessay l'aéroplane vendredi dernier. Non, le vendredi suivant. Nous les y avons accompagnés à cette heure-ci. J'avais dû me lever au clair de lune, à 6h30. Avons traversé un Londres désert, automne délicate. Toutes les lignes ressortaient. Croydon offre un vaste espace vert semblable à un champ de course. Nous sommes montés sur la terrasse supérieure, avons regardé tourbillonner les hélices, puis elles ont disparu. Elles s'évaporent positivement. Ensuite l'appareil s'élance sur une courte distance, décrit une courbe et prend son vol. C'est la mort, me dis-je, prenant conscience que tout contact entre humains était coupé. L'aéroplane montait, offrant une image du sublime, et il disparut ainsi qu'à la mort d'une personne son âme la quitte. Et nous restions là. J'ai vu l'avion devenir une petite tache sur le ciel. On pouvait arranger de belles funérailles. Mais, lorsque Nessa repassa les Alpes pour son retour, je n'ai pas apprécié d'avoir à attendre, assise interminablement à faire la conversation avec Lady Simon. Voilà, et notre visite à Francis, l'idole chinoise au crâne rasé, le vieux Birel, devenu tout flageolant et pareil à un petit enfant, en pantoufles, avec sa canne à embout à voir plus haut, 19 décembre 1932, oui, je serai libre, tout à moi, même et entièrement maîtresse de ma vie au 1 octobre 1933. Personne ne viendra ici selon son bon plaisir ni ne m'entraîne non plus dans ce dîner, qui eut lieu au Forum Club, était donné pour fêter les 83 ans de Mrs. Wolfe. Le bruit provenant des immeubles et des travaux dans leur voisinage était une source d'exaspération pour VW, et LW faisait tout son possible pour y remédier. Quentin Bell était malade depuis l'été, on avait diagnostiqué une pleurésie d'origine tuberculeuse et recommandé un traitement dans une clinique suisse. À Croydon, le 3 novembre, Nessa s'était envolée avec lui pour Genève. Lors de son retour, le 7 novembre, l'avion avait été retardé par du brouillard sur Paris 2. Les Wolves se rendirent à Brighton le 2 novembre pour y voir Francis Birel qui se remettait de son opération d'une tumeur au cerveau en septembre. Son père, Augustine Birel, 1850-1933, auteur et homme d'État libéral, devait mourir le 20 novembre de cette année-là, porté de la main, nous a prié d'un air détaché d'excuser le bassin et les brosses cheveux. Il est très détaché de tout maintenant, car il ne se rappelle plus les noms Vanessa ou etc. Enfin, nous rentrons à l'instant de chez les Wogan, une ravissante lueur d'un roux de renard venait d'être. Vieille ferme de l'Oxfordshire, celle des Wogan est une grande maison, trop vaste, trop carrée et trop froide, maquillée, d'une façon qui ne me plaît pas, par les soins de Banting. Là, je préfère l'ancien à ce qui est nouveau, à moins que l'on ait fait preuve de plus de goût. Mais comme tout s'est révélé sympathique, naturel, varié, chaleureux et humain. Hier soir, nous avons parlé de Lytton et de Kensington. On a envoyé chercher Wogan, 30 miles de là, à 2 reprises dans la même journée, pour qu'il maîtrise Ralph, qui émergea des forêts où il boudait et menaçait de se suicider, et il avait barricadé sa porte pour empêcher Frances d'entrer. Wogan a un sens aigu des réalités, malgré son bavardage. Il dit que Ralph joue la comédie, que c'est un homme solitaire mais assommant, il vient tout nu vous apporter du thé, un vrai taureau dans un troupeau de génisses. Ils sont toujours tout nus, font de sempiternels commentaires sur leur partie et leur sein, une sorte de grossière parodie de l'ancien spray du Lytton joué à la cuisine. Ce matin, nous avons fait une promenade, mais une douce brume cachait les collines. Tout était briques rouges, rhénane, majestueux, boisé. Toute chose aujourd'hui connaissait son instant de beauté. Harold à déjeuner, jeune homme aux sourcils noirs et aux dents blanches 4. Sommes rentrés pour le thé. Mardi 14 novembre, je dispose exactement de 3 minutes avant le thé pour dire que Jacqueline Stevens a consacré beaucoup de temps et mis beaucoup d'ingéniosité à envoyer au New Statesman un passage d'une chambre à soie. Elle était certaine qu'il s'agissait d'une mystification. Mais j'ai maintenant pris contact avec Mildred et Mrs. Stevens non qui ne me diront plus rien d'ici à un an. Nous sommes allés à Islington cet après-midi, à la recherche d'un logement pour Tom. Il fait une belle soirée d'automne. Vita et Léon sont venus dîner hier soir et j'ai tellement la tête à l'envers que je ne pouvais pas écrire un mot ce matin.
Puis Bunny est venu me parler de la mystification. Et maintenant le thé. Je devrais ajouter, et Westminster pour entendre la marche des femmes Sid et Tel Smith, et Rebecca qui va parler du salaire haute femme au lieu de cela, je vais somnoler au coin du feu, en lisant les essais critiques de Tom et le journal de Michael Field, seul. Dieu merci NDNE le 11 novembre, les Wolves se rendirent en voiture à Ipsden in Oxfordshire, chez Vaughan et Phillips où ils passèrent une nuit. Leur maison avait été décorée par John Banting, 1902-1972, Nord, du groupe de Londres dont la manière dénotait l'influence du cubisme et du surréalisme. Royal Orbs Road, 1900-1978, avait été à Cambridge l'élève de Menarkens, dont il devait par, 1951, publier une biographie. Pour l'instant, il était maître de conférences en sciences économiques à Ost. Le New Statesman et Nalianta 11 novembre 1933 imprima un paragraphe de 9 lignes intitulé J. Dîner, sous la signature de Jacqueline Stevenlier 14. C'était en fait un passage d'une chambre si, T. Garnett, qu'à directeur littéraire, reconnaissant la qualité du texte mais non son auteur, décida de le pub excuse pour cette erreur parue dans le NSN, du 18 novembre. La réunion au Central Hall de Westminster, à laquelle VW ne se rendit pas, avait lieu vertu du droit des femmes mariées à gagner de l'argent. Ed Bell Smith conduisit à l'Arche des Jantes, ce pen Rebecca West était un nombre des orateurs. Le 21 octobre, 8. Eliot avait envoyé à VW un exemplaire de Use of Poetry et de ouvrages qui rassemblaient 4 textes des conférences qu'il avait données à Harvard quand il occupait la chaire novembre 1933-1027 jeudi 23 novembre étant trop fatigué après avoir dîné chez les Hutch hier soir afin d'y rencontrer un Michael à rien pour apporter un produit fini à ici et maintenant, mieux vaut me contenter d'un produit brut. Ce fut une véritable réception, c'est-à-dire que j'avais mis ma robe de velours. Mais je n'ai pas fait beaucoup de zèle. Je n'étais guère ensorcelée. La drogue n'opérait qu'à moitié. Elisabeth Bibesco 8 a fait son entrée, les épaules entourées de plumes roses, et nous avons descendu l'escalier côte à côte. Le visage terreux et bouffi, on remarque surtout ses yeux, qui m'ont paru plus tristes, comme si elle avait épuisé les plaisirs. Et elle m'a parlé de sa fille. Et j'ai reçu, copieusement, l'entière confession de Michael Erlen, comme bien je m'y attendais. Le gréant lui a rapporté 50 000 livres et, cet argent, il éprouve perpétuellement le besoin de se le faire pardonner, par exemple à propos de D.H. Lawrence, lorsqu'il explique comment il a échappé à son influence, comment il a fait sa vie par lui-même, trouvé lui-même sa femme, une grecque qui ne dit mot, prénommée Atalanta, silencieuse, dit-il, mais une femme accomplie, qu'il a 2 enfants et peut entretenir tout ce inonde, avec eau courante, jeux et domestique. Tout cela n'est que défense et justification. En ce moment, il écrit un roman intelligent, à partir de cette expérience réelle qui manque aux intellectuels. Pourtant, Mrs. Wolfe, j'envie énormément à Edons Huxley son milieu et son éducation. Moi, j'ai fréquenté un collège de 3e ordre et j'ai vécu dans Éarlcourt. Son père est mort le cœur brisé quand la Roumanie est entrée en guerre. C'est un petit bonhomme décati, obséquieux, avide, collant, au visage simiesque. Ma femme, la comtesse Atalanta, il recommençait à se justifier, mais moi, qui n'éprouvais pas ce besoin, j'allais m'asseoir avec Victor Rothschild et Barbara dans la chambre de mairie. Eve a dépassé les bornes, comme il le fera de plus en plus, trop pareil à un boucher avec toute cette chair rouge, taillé trop épais, trop cru et sûr de lui. Nous faisons tous cette sorte de choses en public, caressant le bras de Barbara. Nous ne pensons pas à notre âge. Virginia m'appelait trop souvent Virginia. La personne la plus méchante que je connaisse, cela m'a un peu blessée, mais pas assez pour me mettre vraiment en colère. A parlé de Daddy et de Mrs. Barnedis. A fait un récit haché de la mort du père de Daddy, etc. S'est montré trop sûr de lui avec la princesse, le beau jeune homme irrésistible. Je vais lui dire ses vérités, moi. B a été appelé au téléphone. Est resté absente 20 minutes. C'était V à l'appareil. Comment oses-tu me traiter de vaniteux? Nous ne dînerons plus ensemble en ville. Voilà tout, je te traiterai de vaniteux si je veux. J'écrirai à Virginia Elliott Norton. Works and Days, les travaux et les jours. Extrait du journal de Michael Field, choisi et annoté par T.D. Sturge mort, fut publié en 1933. Elisabeth Bibesco,
née à Skit, 1897-1945, était la femme du diplomate roumain, Prince Antoine Bibescu. VW avait fait sa connaissance chez les Robert Cécile, voire VVI, journal, 6 décembre 1919, où elle fait déjà allusion à son visage terreux et bouffi. Michael Aden, 1895-1956, auteur d'un livre au tirage considérable, était né d'Ikran Koyountia en Bulgarie. Fils d'un négociant arménien, il avait fait ses études à Malvern College en 1922 devint sujet britannique. En 1928, il épousa la